France Culture la nuit, avec vous jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique. Carlos Castaneda fut un anthropologue américain. Passionné par le chamanisme, il fut de ceux qui expérimentèrent un certain nombre de drogues et de rituels afin de comprendre de l'intérieur comment fonctionnent les croyances de certains peuples dits primitifs. Auteur à succès de nombreux livres, le personnage était à la fois passionnant et mythomane. Impossible de savoir s'il n'était qu'un charlatan ou le découvreur de quelques vérités ignorées. Ces expériences sont d'ailleurs bien plus poétiques qu'anthropologiques. Mais elles révèlent néanmoins, malgré leurs ambiguïtés, une part de nous-mêmes. Cette émission datant de 1979 montre pourquoi. Je suis allé à une lecture de Castaneda. Et Castaneda avait dit, écoutez, je ne veux pas d'enregistrement. Et moi, j'ai dit à moi-même, eh bien, tu ne veux pas, mais moi, je veux. L'enregistrement était sorti exactement moitié volume. J'en lis encore. Dans la matinée d'aujourd'hui, qui est totalement consacrée à l'œuvre et aux expériences de Carlos Castaneda, se pose une question extrêmement précise et sur laquelle, sans doute, il faut être très clair. Michel Cazenave. Cette question, c'est celle de l'utilisation des hallucinogènes. Cette utilisation, dans un certain nombre de peuples, que l'on dit sauvages ou que l'on dit primitifs, est soumise à tout un certain nombre de rituels, à un certain nombre de contraintes sociales, et en même temps à la surveillance des chamans ou des sorciers qui font qu'elle n'a bien sûr rien à voir avec l'utilisation qui peut en être faite dans notre société permissive et libre, c'est-à-dire en dehors de tout contrôle. De plus, il semblerait que cette utilisation ne peut, même dans ce cas extrêmement spécifique, ne peut représenter que l'un des stades de l'initiation et que si l'on veut réellement déboucher sur la véritable réalité spirituelle, les hallucinogènes, aussi bien que la drogue, dont on se sert par exemple chez les peuples mexicains, comme certains dérivés de la mescaline ou comme le peyote, doivent être abandonnés afin de déboucher sur la véritable spiritualité vivante. Je crois qu'il faut avoir ces idées très présentes à l'esprit en écoutant cette émission et surtout ne pas transposer dans notre société qui, à tous les égards, n'a strictement rien à voir avec les tribus yaquis chez lesquelles a vécu Castaneda. La matinée des autres. Carlos Castaneda, le magique et le réel. Émission enregistrée à Los Angeles, San Francisco, Santa Fe, New York. Carlos Castaneda, le magique et le réel. Par Paul Caro, directeur de recherche au CNRS. On peut penser que l'ouvrage de Castaneda est une extraordinaire construction à partir d'un certain nombre d'ouvrages de base.
le révérend père Coccagnac, dominicain. Lui, il a tété le lait d'un anticléricalisme assez farouche. Jacob Needleman, professeur de philosophie au San Francisco State University, spécialiste des nouvelles religions. In a way, a great spiritual writer has an obligation, and I think here Castaneda it fails. Jacques Mackay, chairman du département d'anthropologie de l'Université de Los Angeles. Il a essayé d'être l'observateur qui s'observe lui-même. Richard DeMille, psychologue, auteur de Castaneda's Journey. People feel sorry for him, and they feel that he is somehow a holy person who is a little bit fragile. Tracy Woodward, psychanalyste. C'était quelqu'un sombrement magnétique. Enquête, Jacques Meunier. Témoignage, David Alper, avocat. Il était très jeune cadre. Et puis il sort le week-end, il va au Mexique, il est complètement fou. Michael Alswan, écrivain. À Californie, on est entouré par les gens qui ont beaucoup d'idées qui sont complètement différentes. Paul Reynard, artiste peintre. On ne peut pas inventer une chose comme ça, je crois pas. Stan Steiner, sociologue, auteur de La Raza. He's not stealing Indian religion, and he's not stealing Yaqui religion. I thought that the attempt to meet him was a failure because I didn't get anything out. Carlos Castaneda. And my friend thought that it was very common to get a reaction like that from the old man because he was very eccentric. But I returned again, or perhaps a month later, and I began to search for him. I didn't know where he lived, but I found out later where his house was, and I came to see him. Réalisation, Anne-Marie Abou. J'attendais l'autobus dans une petite ville frontalière de l'État de l'Arizona, en compagnie d'un ami, mon assistant et mon guide dans ses recherches, lorsque celui-ci, s'inclinant soudain vers moi, me chuchota que le vieil Indien à cheveux blancs, assis non loin de nous, possédait une grande connaissance des plantes, et tout particulièrement du péyocle. Je lui demandai aussitôt de m'introduire auprès de cet homme. Mon compagnon le salua, et, s'approchant, lui serra la main. Après qu'ils eurent parlé un moment, il me fit signe de les rejoindre, mais aussitôt me laissa seul avec le vieillard sans prendre soin de nous présenter, ce qui ne parut nullement embarrasser ma nouvelle connaissance. Je me nommai, il me répondit que son nom était Juan et qu'il était à mon service. Il avait utilisé une formule de politesse espagnole. Nous échangeâmes sur mon initiative une poignée de main et restâmes silencieux un moment. Il ne s'agissait pas d'un mutisme tendu ou contraint, mais d'un accord aisé, paisible, naturel. En l'observant, je fus frappé par l'agilité, la puissance musculaire de son corps, d'autant que les rides profondes qui sillonnaient son visage et son cou accusaient nettement son âge.
Je lui révélai alors tout l'intérêt que je portais aux plantes médicinales, et bien que fort ignorant en matière de peyote, je m'entendis prétendre le contraire et même suggérer que des échanges d'informations entre nous ne manqueraient pas de lui être profitables. Il n'interrompit pas mon bavardage, mais hocha doucement la tête en me regardant. J'évitai ses yeux, et un lourd silence pesa bientôt sur nous. Après un temps qui me parut très long, Don Juan se leva. Son autobus arrivait, il me dit au revoir et s'en alla. Castaneda est entré en 62 à UCLA comme undergraduate. Jacques Mackay, chairman du département d'anthropologie de l'Université de Los Angeles. Et il a poursuivi ses études d'une manière normale. Et il a reçu son baccalauréat, qui, comme vous le savez, correspond à peu près les 2 premières années d'université en France, en anthropologie à UCLA. Et il a commencé ses études pour la licence en 62. Et à ce moment-là, il a passé un examen d'entrée, comme tout le monde à cette époque. Et de 65 à 68, il est disparu plus ou moins, probablement, pour poursuivre les activités qui sont décrites dans ses livres. En 62, il a commencé des recherches avec un guérisseur indien. Et nous avons retrouvé une note qui indique que le département lui a donné une petite somme d'argent pour poursuivre ses recherches. Et probablement, cet Indien est celui qui deviendra Don Juan. Il est revenu en 68 et il était réadmis. Et cette réadmission a été facilitée par le fait qu'il avait le manuscrit du premier livre de Teachings of Don Juan, que vous avez en français comme L'herbe du diable et la petite fumée. Les hindous, par exemple, d'être un hindou, c'est d'être en Inde. On est né dans la culture et c'est d'être initié, c'est d'être dans une caste. Rien n'était séparé. Michael Alswan, écrivain. Mais dans notre âge, il me semble que c'est impossible, où tout le monde bouge partout, surtout aux États-Unis, où il n'y a pas de point fixe, il n'y a pas de tradition de 1000 ans. La seule façon d'une vraie initiation spirituelle se passe individuellement avec un maître. Et c'est la seule façon pour nous, je me sens. Pour moi, il y a une tradition. La culture et l'avant-garde de la culture marchent toujours dans l'hémisphère du Nord, de l'Est à l'Ouest. Tracy Woodward, psychanalyste. Et il y a 150 ans, Brigham Young. Mais ça, c'est dans Utah. Avant ça, il y avait The Quakers. Ce sont des sectes qui prennent leur esprit d'eux-mêmes, pas de tradition. Ce sont ce que nous appelons des chamans. Un chaman est quelqu'un qui a l'autorité par soi-même, et un prêtre, c'est un homme qui a l'autorité par tradition. Et nous sommes dans un temps de chaman, pas de prêtre. Au fond, le plus vieux fond religieux du monde, c'est le chamanisme, n'est-ce pas? Le chamanisme très ancien. Révérend Père Coccagnac, dominicain. Le chaman, qu'est-ce que c'est? C'est un homme qui voyage pour aller voir l'autre réalité par des moyens qui sont ceux de la drogue ou qui sont ceux de l'extase, des techniques musicales, enfin, qui se sert de son cerveau d'une autre manière pour aller voir l'autre réalité. S'il y a une science chamanique dont les traces, ce sont ces diverses traditions, ces divers livres sacrés de l'humanité, ça veut dire qu'il y a véritablement derrière ça un phénomène physique. Oui. Une réalité physique, quelque chose que peut-être nos instruments ne peuvent pas appréhender. Mais après tout, nos instruments ne repèrent que le champ électromagnétique et la gravitation. Paul Carreau, directeur de recherche au CNRS.
Donc, s'il y a d'autres phénomènes qui ne sont pas dans ces domaines, nous ne les voyons pas, nous ne les trouvons pas, sauf peut-être par notre esprit qui pourrait être, évidemment, un élément de cet autre monde par lui-même. Alors, ça pose une question. Si cela est vrai, si toutes ces traditions aussi, Castaneda, véritablement, c'est une approche supportée par l'expérience, ça pose un problème scientifique formidable. Immédiatement après, j'éprouvais de violentes convulsions et très vite, un tunnel se forma autour de moi, un tunnel long et étroit, un tunnel dur, étrangement froid. J'étais assis dans ce tunnel, j'essayais de me lever, mais me cognais la tête contre le métal. Puis le tunnel se rétrécit jusqu'à m'étouffer. Je me souviens qu'il me fallut ramper vers une sorte de cercle qui marquait la fin du tunnel, et lorsque j'y parvins, si jamais j'y parvins, j'avais complètement oublié le chien, Don Juan, et moi-même. J'étais épuisé. Mes vêtements étaient imbibés d'un liquide froid et visqueux. Je roulais sur le dos, puis sur le ventre, cherchant la position la meilleure pour me reposer, une position qui pût apaiser les battements terribles de mon cœur. Tandis que je roulais ainsi sur moi-même, je vis à nouveau ce chien. Tout à l'heure me revint en mémoire, clairement ordonné dans ma tête. Je me retournai pour apercevoir Don Juan, mais ne pus rien voir, ni chose, ni gens. Tout mon champ visuel était empli de ce chien qui devenait entièrement iridescent. Une lumière intense émanait de lui. La circulation de l'eau à travers son corps, qui l'illuminait tel un feu de Bengale, me fut à nouveau perceptible. Je m'approchai de l'eau, y plongeai ma face et, en sa compagnie, je me mis à boire. Pendant que je buvais, les mains appuyées au sol devant mes yeux, je vis l'eau pénétrer à travers mes veines en projetant des éclats rouges, jaunes et verts. Je continuai à boire, boire, boire. Je bus jusqu'à devenir feu tout entier. J'étais incandescent. Je bus jusqu'à ce que le fluide jaillisse de mon corps à travers chaque pore de ma peau et se projette en fibres de soie, et à mon tour, je fus couvert d'une longue crinière lustrée, iridescente. Je regardais le chien, sa crinière était semblable à la mienne. Une joie suprême m'envahit, et nous courûmes de concert vers une sorte de chaleur jaune, émanant d'un lieu indéfinissable. Là, nous nous mîmes à jouer. Nos jeux et nos luttes se poursuivirent jusqu'à ce que s'établit entre nous une intelligence claire et réciproque de tous nos désirs. À tour de rôle, l'un manipulait l'autre telle une marionnette. Je pouvais faire remuer ses pattes par la torsion de mes orteils, et chaque fois qu'il hochait la tête, une irrépressible impulsion me faisait sauter. Son action la plus espiègle consistait à m'obliger de me gratter la tête avec le pied tout en restant assis. Il commandait cette manœuvre en secouant latéralement ses oreilles. Cet acte revêtait à mes yeux un caractère absolument et irrésistiblement hilarant. Quelle grâce et quelle ironie, quelle maîtrise, pensais-je. Je me sentais possédé par une indescriptible euphorie. L'ethnobotanique était sa spécialité, n'est-ce pas? Et il a cherché d'abord un sujet de thèse. Il a voulu dominer cet homme qu'il considérait comme primitif, et en 30 secondes, c'était lui qui était complètement dominé, n'est-ce pas? Et Don Juan, Carlos m'a dit lui-même que Don Juan a utilisé les drogues et l'a fait passer par les drogues d'une façon tout à fait exceptionnelle, parce qu'il disait, tu as l'intelligence tellement soudée qu'il faut que je te dessoude un peu pour que tu commences à devenir moins bête, n'est-ce pas? Non, il ne mettait pas en question la science, mais une certaine utilisation de la science, ou une certaine vision de la science, ou un certain orgueil, disons, lié au pouvoir scientifique, mais pas la science elle-même. So apparently, from what he says, Jacob Needleman, spécialiste des nouvelles religions. here I don't know where he is inventing and not. Apparemment, d'après lui, et là je ne sais pas s'il invente ou non, Don Juan lui a dit, puisque tu es intéressé par les drogues, il nous faut commencer par les drogues. C'est ce qu'on appelle upaya dans la tradition orientale.
c'est-à-dire la quête des grandes réponses. Si l'apprenti est intéressé par les drogues, par la peinture ou par n'importe quoi, le maître, le vrai maître, le conduira à partir de ce point de départ par l'intermédiaire de ce qui l'intéresse. Puis, cet intérêt s'éteindra et il pourra alors aller directement à l'essentiel. Je pense que Castaneda a découvert grâce à Don Juan que les drogues n'étaient qu'une première étape et qu'ensuite, elles devaient être abandonnées. I think, first of all, I don't think he ever has used drugs. Richard Demille, psychologue. I think he is afraid of drugs. D'abord, je ne pense pas qu'il ait jamais fait usage de drogue. Je crois qu'il a peur des drogues, et il a probablement raison d'en avoir peur, car tous ceux qui ont la capacité d'imagination qu'il possède n'ont pas besoin de drogue et font mieux de ne pas en prendre. Je pense qu'il a écrit une histoire sur les drogues parce que c'est ce qu'il fallait faire au début des années 60. Mais en arrivant vers 70-71, la vogue diminua et la nouvelle conscience de l'époque, les techniques mystiques sans drogue, les idées sur la santé, etc., devinrent plus aptes à être publiées. Alors il a décidé que l'heure était venue de se lancer là-dedans. Ce sont des sollicitations extérieures et il le sait très bien. Je suis prêt à défendre une méthode qui est la méthode expérientielle. Jacques Maquet. C'est-à-dire que je crois que l'on peut faire une étude de phénomènes mentaux et une étude qui emploie l'approche anthropologique habituelle qui est celle de participer à. Et je pense qu'il est possible de faire une étude qui ait le même genre de valeurs cognitives et le même genre de validité que celle que l'on fait dans d'autres domaines d'anthropologie qui sont plus extérieurs. Et c'est en cela que je voudrais défendre et que je défends certainement Castaneda. D'autre part, ce que je reproche à Castaneda, c'est de ne pas avoir permis que cette approche soit validée. Il a empêché, en quelque sorte, la validation à cause du mystère dont il s'est entouré. Et qui, si ce qu'il raconte est exact, est inutile. Maintenant, il y a encore un autre aspect qui est la façon de présenter ce qu'il a découvert. Sa façon de présenter prétend être une ethnographie. Là, j'ai des doutes. J'ai l'impression que une grande part de la création s'est faite après les événements et pas au moment même. Donc, dans ce qu'il raconte, il projette des considérations, des réflexions ou des lectures qui se sont faites après. Il met plus, puisque Castaneda se veut ethnologue et anthropologue académique, eh bien, nous devons le mesurer selon les standards de notre discipline. Et si il présente comme une ethnographie ce qui est une œuvre d'imagination, enfin en partie d'imagination, là, je pense que nous avons quelque chose d'assez sérieux à lui reprocher. Maintenant, beaucoup de ses lecteurs disent ce sont là des querelles académiques et après tout, qu'importe. Ce qui importe, c'est le message qu'il donne et que ce message soit celui de Don Juan ou soit un message complexe fait par Castaneda, il a une valeur. Je crois que c'est vrai. Cependant, je crois aussi que ces livres seraient lus autrement s'ils étaient présentés comme des romans. L'anthropologie est une connaissance discursive comme toutes les autres. Et l'anthropologie n'est pas une voie spirituelle. Et
Je regrette très particulièrement, et je l'ai d'ailleurs écrit, qu'il ait négligé l'aspect de preuve que même dans ce domaine, nous devons chercher. Je ne vois pas exactement la raison de ce mystère, sauf son désir peut-être de le construire. L'herbe du diable n'est qu'un chemin parmi des millions d'autres. N'importe quoi peut servir de chemin. C'est pourquoi il ne faut jamais oublier qu'un chemin est seulement un chemin. Si tu sens que tu ne dois pas le suivre, alors sous aucun prétexte ne continue d'y avancer. Pour obtenir une telle lucidité d'esprit, il faut discipliner sa vie. Alors, seulement, tu pourras comprendre que tout chemin n'est qu'un chemin auquel tu peux renoncer si ton cœur le désire, sans faire affront à personne, ni à toi, ni aux autres. Mais ta décision de poursuivre sur un chemin ou de l'abandonner doit être libre de peur ou d'ambition. Je te préviens, considère chaque chemin en toute liberté et avec une grande attention. Essaie-le autant de fois que tu le jugeras nécessaire, puis pose-toi, et à toi seul, une question que seul un vieil homme peut se poser. Lorsque mon bénéfacteur m'en parla, j'étais bien trop jeune, et mon sang était trop ardent pour que je puisse la saisir. À présent, je comprends la question, et je vais te la dire. Ce chemin a-t-il un cœur? Tous les chemins sont les mêmes, ils ne conduisent nulle part. Il y a des chemins qui traversent la forêt, d'autres qui vont dans la forêt. Dans ma propre vie, je puis dire que j'ai parcouru de longs, longs chemins, mais je suis arrivé quelque part. Et maintenant, la question de mon bénéfacteur a pris tout son sens. Ce chemin a-t-il un cœur? Si oui, le chemin est bon. Si non, il est inutile. Ces deux chemins ne conduisent nulle part, mais l'un d'entre eux a un cœur et l'autre n'en a pas. L'un est propice à un merveilleux voyage. Aussi longtemps que tu le suis, tu ne fais qu'un avec lui. L'autre te fera maudire ta vie. L'un te rend fort, l'autre t'affaiblit. Castaneda est finalement, il se décrit lui-même comme un homme d'action. Donc il ne se contente pas d'une description, il se rend compte plutôt que le problème pour parvenir à la connaissance, disons de l'autre monde, en règle générale, c'est une question expérimentale, mais que c'est une question qu'on ne peut connaître que par l'expérience. Donc on ne peut accéder que par l'expérience. Donc alors il se rend compte que véritablement, s'il veut réaliser l'ethnologie, il faut qu'il fasse l'expérience lui-même des techniques de passage dans l'autre monde, que ce soit les plantes hallucinogènes ou les divers exercices qui finissent finalement... Bon, le problème qui se pose au point de vue scientifique est extrêmement aigu finalement. Parce que ce qu'on peut imaginer dans cette affaire-là, c'est que par des exercices appropriés, des exercices physiques, par l'emploi de drogue, on peut finalement obtenir du corps et de l'esprit humain l'exploitation de possibilités qui sont ordinairement cachés dans la vie quotidienne, qui ne sont pas exploités en somme. Et finalement, on a là une description d'une méthode scientifique potentielle pour exploiter ce fond caché de l'homme. Alors ça, c'est extrêmement fascinant, parce que si après tout, c'est vrai, on peut penser que c'est une construction fantaisiste, une idée, une construction très habile, il faut reconnaître, en raison de toutes les références croisées qu'on y trouve. Mais après tout, s'il y a là une base concrète, réelle et vraiment scientifique, il est bien certain qu'il n'y a pas non plus d'autre méthode pour parvenir à la découverte de ces choses-là que de passer par ce processus où l'expérimentateur est engagé. L'expérimentateur ne peut pas être à l'écart dans la découverte de ce processus. Il faut qu'il soit engagé. Il a été un très bel exemple de quelqu'un voulant aller jusqu'au bout, mais tout en restant cependant
ethnologue, c'est-à-dire conservant une certaine distance d'observateur. Il n'est pas parmi ceux qui passent de l'autre côté et qui sont alors perdus pour l'ethnologie, puisqu'ils ne disent plus rien. Ici, il a essayé d'être l'observateur qui s'observe lui-même, mais qui reste observateur, et le personnage de Carlos est très symptomatique à ce point de vue. Il a toujours son carnet de notes, et dans les moments les plus dramatiques, il est en train de prendre des notes et de poser des questions. Carlos Castaneda. I took notes in a covert manner. I had a pad of paper inside my pockets, my big pockets of my jacket, and I used to write inside my pockets. J'ai pris des notes en cachette. J'avais un bloc-notes dans une grande poche de ma veste et j'écrivais dans ma poche. C'est une technique que les ethnographes utilisent parfois pour prendre des notes. Évidemment, après, il faut travailler dur pour déchiffrer ce qu'on a écrit. Mais il faut que ce soit fait très vite. Dès qu'on a le temps, on ne peut pas reporter à plus tard, remettre ça au lendemain. Ou alors, on perd tout. I have read a few pages of Castaneda's so-called field notes. His Spanish was very poor, very crude. J'ai lu quelques pages des prétendues notes de terrain de Castaneda écrites en espagnol. Je crois qu'il a commencé à écrire en espagnol. Son espagnol était très pauvre, très fruste, pas très cultivé. Je pense qu'il a appris à devenir écrivain en anglais. Mais il n'est pas devenu un bon écrivain, et probablement il ne le deviendra jamais. Sa langue est fruste et sans style. Même si on écarte les fautes de grammaire, c'est simplement utilitaire. C'est compréhensible, mais ça n'est pas très bon. Les personnages sont à deux dimensions, ce ne sont pas réellement des personnes. Il n'y a pas de relation entre les gens, il n'y a pas de psychologie. Car les deux personnages dans cette histoire sont en réalité deux Carlos. Le Carlos qui croit et qui est un novice, et le Carlos qui est un sceptique, qui croit en la science issue de la culture occidentale. Et ces deux personnages font des entrées et des sorties sans changer jamais pendant 5 livres. Il n'aurait jamais eu aucun succès en tant que romancier. S'il a réussi dans son métier d'écrivain de fiction, c'est qu'il a prétendu qu'il s'agissait de faits réels. Mais si j'écris que j'ai passé mon week-end à faire du camping sur la Lune et que les gens croient que c'est vrai, ils vont me lire, même si c'est mal écrit. Ce que j'ai trouvé qui est très étrange, mais logique quand même, c'est les 4 livres se dépassent dans le même temps. Mais c'est seulement un homme qui revoit les expériences qu'il a eues dans des points de vue plus en plus grands. Le premier livre est crimpé, un peu serré, c'est très petit. C'est compressé. Mais dans le second livre, c'est un peu plus grand. Dans le 4e livre, ce sont les expériences qu'il a eues qui sont, pour lui, à ce point-là au moins, complètement libres. Et ça, c'est la progression que je vois. Mais je vois que les expériences se passaient toujours dans le même temps. Ce sont les mêmes 10-15 années. Toujours. The first book appeared during the 1960s when science was out of favor, and he told them that he had met an old man who had all the answers. Le premier livre est paru dans les années 60, alors que la science n'était plus en vogue et que les gens cherchaient des réponses au-delà de la science, dans les sagesses anciennes, dans la magie, etc. Et il leur a dit qu'il avait rencontré un vieillard qui possédait toutes les réponses. Ce vieil homme avait quelque chose d'un saint. C'était également un personnage lointain et mystérieux. Personne ne pouvait aller le voir, sauf Castaneda, sauf Carlos. Je dis toujours Carlos quand je parle de l'anthropologue imaginaire des livres de Castaneda. Il devint donc une personnalité religieuse très intéressante. C'est un sage retiré du monde qui connaît toutes les réponses. On ne peut pas aller le voir, mais on peut croire en lui, tout comme Jésus. Finally, I decided, well, I have to read them, so I read all of the 4 books immediately, one after another. Enfin, je me suis décidé et j'ai lu ces livres, tous les 4. Je les ai lus l'un après l'autre. Lorsque j'ai ouvert le 2e livre, le changement de style m'a montré instantanément en quelques pages que c'était de la fiction. So I talked to my publisher and I said, the funniest thing about these books is that they're a hoax. And he said, can you prove that?
And I said, maybe I could. He said, well, if you can prove it, then I'll publish a book. So I proved it. I'm still proving it. Alors je suis allé voir mon éditeur et je lui ai dit que ce qui était le plus drôle à propos de ces livres, c'est qu'il s'agissait d'une supercherie. Il m'a répondu, pouvez-vous le prouver? J'ai dit, peut-être. Eh bien, si vous pouvez le prouver, je publierai votre livre. Alors j'ai établi cette preuve, ce que je continue à faire encore maintenant. Je trouve que c'est toujours valable ce qui est mis dans ces livres. J'adore ces livres, ils sont très beaux. David Alper, avocat. Il y a une manière de décrire des choses qui est très simple, qui est très lucide. C'est seulement que j'aime beaucoup le premier et le deuxième, et puis le troisième ça va pas tellement, et puis le quatrième ça va pas du tout. Et j'ai lu des morceaux de cinquième et ça m'intéressait pas du tout. Il a grandi de livre en livre. Je crois que son premier livre avait été écrit avec un peu de crainte de l'autorité à UCLA. Et les derniers livres étaient beaucoup plus libres. Pour moi, la plus intéressante chose que j'ai trouvée, que c'est dans le troisième livre. Quand Don Juan parle avec lui, il lui donne une description du procès qu'il a entretenu. Et le procès est étrangement semblable à la psychanalyse. Quand Don Juan parle, je suis sûr que c'est un analyste. Dans le troisième livre. Et le quatrième livre, dans lequel il n'y a pas de Don Juan, mais dans lequel il lutte lui-même contre ses problèmes, d'ailleurs, c'est exactement la même manière qu'on trouve dans un patient qui lutte pour lui-même dans sa vie et qui doit rencontrer les dangers qu'il imagine lui-même, pour lui-même. C'est très intéressant que c'est la même manière, c'est le même procès pour les deux. Une initiation culturelle appartient dans une société, mais une initiation personnelle, ça c'est humain. Et on trouve les récits de chamans entre les Esquimaux, Bornéo, New Guinea, Abyssinia, Sumatra, Sibérie et le Mexique aussi. Et le moyen, les méthodes sont exactement les mêmes, dans tous. Et moi, je pense que nous avons nos chamans aussi. Ce sont les grands prêtres de la mentalité, les philosophes, les docteurs psychologiques, dans cette culture ici. Mais même dans la culture, il y a les prêtres qui sont conventionnels et les chamans qui sont seulement privés, comme Don Juan. Et c'est la même manière. Et pour eux, ce n'est pas la culture non plus. On essaie de transcender la culture pour trouver ce qui est exactement humain et individuel. Naturellement, humain et individuel se passe dans une culture, mais aussi elle surpasse la culture. Ce que j'ai ressenti en le lisant, c'est que Don Juan est un individu, mais que cet individu a été en quelque sorte universalisé ou enrichi. Et cela apparaît même dans la suite chronologique des livres de Castaneda, a été enrichi à mesure que Castaneda avance. Et c'est ce qui a donné l'idée ou le soupçon que Don Juan a été en partie construit par Castaneda et que Castaneda a pu résumer et centrer sur Don Juan une connaissance valide même académique, qui se trouve dans des livres que personne ne lit sauf les spécialistes. Je croirais bien que c'est un produit de laboratoire, une des preuves, tous ces textes qui reflètent si bien une sagesse universelle, et qu'il est assez peu probable qu'un seul individu parvienne à avoir lui-même réinventé. Je pense que Don Juan, au fur et à mesure que les livres s'accumulent,
devient de plus en plus cet Indien qui est une tribu ou cet Indien qui est un archétype, pourrions-nous dire, du sorcier. Castaneda a prétendu et continue à prétendre que tout ce qu'il écrit lui a été dit directement par Don Juan. Il nous présente ces livres comme une ethnographie, véritablement comme le rapport de ce qui s'est passé entre un ethnographe et son informateur qui est devenu aussi son maître. Alors, il me semble que cela pouvait être accepté pour le premier livre, peut-être pour le second, mais qu'à partir du troisième, il devient très difficile d'accepter cette sorte, disons, d'hypothèse ethnographique. Et qu'à ce moment-là, on a l'impression, enfin, je ne pourrais pas le prouver, mais... J'ai l'impression que Castaneda a construit Don Juan. Et puis, un jour, je réalisais pourtant avec stupeur que je m'étais promené pendant une dizaine de minutes sans me dire un seul mot. Je commentais à Don Juan qu'à cette occasion, je m'étais aussi rendu compte que l'interruption du dialogue intérieur impliquait bien plus qu'une simple suppression des paroles que je me disais à moi-même. Toutes les opérations de ma pensée s'étaient arrêtées et je m'étais trouvé pratiquement suspendu, flottant. Une sensation de panique avait suivi cette prise de conscience et j'avais dû reprendre mon dialogue intérieur en guise d'antidote. Je t'avais dit que le dialogue intérieur est ce qui te donne une base, dit Don Juan. Le monde est comme ceci ou comme cela parce que nous nous disons à nous-mêmes qu'il est comme ceci ou comme cela. Don Juan expliqua que l'accès au monde des sorciers s'ouvrait lorsque le guerrier avait appris à arrêter son dialogue intérieur. Changer notre représentation du monde, voilà le point crucial de la sorcellerie, dit-il. Et la seule façon d'y parvenir, c'est d'interrompre le dialogue intérieur. Le reste n'est que du remplissage. Maintenant, tu te trouves en mesure de savoir que rien de ce que tu as vu ou de ce que tu as fait, à l'exception de l'interruption de ton dialogue intérieur, n'a pu en soi avoir changé quelque chose en toi ou à ta représentation du monde. La condition est naturellement que ce changement ne soit pas troublé. Maintenant, tu es en mesure de comprendre pourquoi un maître ne harcèle pas son apprenti. Cette attitude ne peut engendrer qu'obsession et morbidité. The most exciting book for me is the first one, because he's completely in the unknown there, and he is himself doesn't know what is really true and what isn't. He himself is wrestling with something bigger than him. Pour moi, le livre le plus passionnant est le premier parce qu'il est totalement dans l'inconnu. Lui-même ne sait pas exactement ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Il lutte contre quelque chose qui est plus grand que lui, ce qui donne une étonnante vitalité à ce premier livre. Dans les livres suivants, le deuxième et le troisième, je sens davantage l'invention artistique qui intervient. Il arrange les choses et il devient plus subjectif, plus limité. Mais plus tard, dans son quatrième ouvrage, Histoire de pouvoir, il retrouve la puissance du premier livre. À mon avis, il se sent plus libre vers la fin et commence à mieux comprendre ce qu'il a reçu. And he feels freer to state the ideas and the teachings
much more clearly, independent of the whole drug experience. Il peut énoncer avec davantage de clarté les idées et l'enseignement, indépendamment de toute expérience des drogues. Celles-ci étant comme des analogies, des symboles, des paraboles d'une quête intérieure. Et c'est ce qui apparaît le plus clairement dans « Histoire de pouvoir ». Cet envol, ces choses miraculeuses, sont des analogies d'expériences intérieures. Je ne pense pas que tout cela doit être pris au pied de la lettre. Il présente avec plus de force ces textes comme la plus grande littérature mystique de notre temps, comme des allégories de l'évolution intérieure. The Second Ring of Power is the least interesting book for me. I think the presence of Don Juan is necessary for his own vital, his own juices to flow. Le second anneau de pouvoir est pour moi le livre le moins intéressant. La présence de Don Juan est nécessaire pour lui donner son souffle vital. Castaneda a eu un très grand succès à cause de la portée spirituelle de ce qu'il a écrit. Aux États-Unis et en France aussi, dans le monde entier, je crois, un certain nombre de ses lecteurs se sont retrouvés et ont pris son initiation comme une sorte de chemin, de voie spirituelle. Il est devenu comme une sorte de maître spirituel. Castaneda has a very hard time dealing with other people at all, and he likes to be invisible. Castaneda a beaucoup de mal à s'entendre avec les autres gens. Il aime rester invisible, exactement comme Don Juan le lui a demandé. Dans le 5e livre, il y a ce qu'il a appelé stalking, ce qui veut dire se promener dans le monde de manière à ce que personne ne vous voie. Eh bien, c'est ce qu'il fait. Castaneda est fondamentalement invisible. C'est une personne qui reste dans la pénombre. Il n'aime pas être l'objet de l'attention immédiate des gens qui pourraient le mettre mal à l'aise. Alors, en fait, il ne pourrait pas créer une religion lui-même. Et personne d'autre ne peut le faire, car personne d'autre n'a jamais vu Don Juan. Alors, ça ne peut pas être autre chose que de la littérature. Enfin, avant de le quitter ce soir-là, je lui demandai « Don Juan, ai-je vraiment volé ?» C'est bien ce que tu m'as raconté. Ne l'as-tu pas dit toi-même? Bien sûr, Don Juan, mais je veux dire, mon corps s'est-il élevé dans les airs pour voler, comme un oiseau? Tu me poses toujours des questions auxquelles je ne puis répondre. Tu as volé dans les airs. C'est ce à quoi sert la seconde part de l'herbe du diable. Et plus tu la prendras, mieux tu voleras. Elle t'apprendra à voler à la perfection. Il ne s'agit pas de quelque chose de simple. Un homme vole grâce à la seconde part de l'herbe du diable. Voilà tout ce que je peux te dire. Ce que tu voudrais savoir n'a pas de sens. Les oiseaux volent comme des oiseaux, et l'homme qui a pris l'herbe du diable vole comme tel. Comme les oiseaux? Non. Comme celui qui a pris l'herbe du diable. Ce qui veut dire que je n'ai pas vraiment volé. J'ai imaginé que je volais. En fait, je pensais que j'étais en train de voler dans les airs. Mais Don Juan, où donc se trouvait mon corps? Dans les buissons, répondit-il d'un ton tranchant, puis immédiatement, il fut pris d'un fou rire. L'ennui avec toi, c'est que tu ne vois les choses que d'un côté. Tu ne veux pas croire qu'un homme puisse voler, pourtant un brujo peut se rendre en 1 seconde à des milliers de kilomètres voir ce qui se passe. Il peut porter un coup à un ennemi très éloigné. Alors, à ton avis, vole-t-il ou bien ne vole-t-il pas? Voyez-vous, Don Juan, vous et moi avons des points de vue différents. Un exemple seulement pour vous montrer ce que je veux dire. Si un de mes amis s'était trouvé ici pendant que je prenais l'herbe du diable, m'aurait-il vu voler dans les airs? Et te voilà de nouveau avec ces questions. Si parler ainsi ne sert à rien. Si ton ami ou n'importe qui prend la seconde part de l'herbe du diable, tout ce qu'il peut faire, c'est voler. Maintenant, s'il t'avait simplement regardé, il t'aurait peut-être vu voler ou peut-être pas. Cela dépend de l'homme.
Mais Don Juan, je veux dire par là que si vous et moi nous regardons un oiseau voler, nous sommes d'accord, il vole. Mais si 2 de mes amis m'avaient vu voler, comme je l'ai fait la nuit dernière, auraient-ils admis tous 2 que je volais? Eh bien, ils auraient pu. Tu admets le fait que les oiseaux volent parce que tu les as vus voler. Voler te paraît une chose naturelle pour les oiseaux. Mais par contre, tu refuseras d'admettre d'autres choses que font les oiseaux parce que jamais tu n'auras observé d'oiseaux accomplir ces choses-là. Si tes amis savaient que les hommes volent quand ils prennent l'herbe du diable, alors ils admettraient ce fait. Don Juan, laissez-moi m'expliquer d'une autre manière. Si je m'étais attaché à un rocher avec des chaînes très résistantes, j'aurais volé exactement de la même manière, et ceci parce que mon corps n'a rien à voir avec ce vol. Don Juan me regarda comme s'il n'en croyait pas ses yeux. « Si tu t'enchaînes à un rocher, déclara-t-il, j'ai bien peur que tu ne sois obligé de voler avec le tout, le rocher et les chaînes. » Dans les dossiers officiels, il y a des écrits d'examen, etc. Il y a des différences assez considérables. Je me souviens, par exemple, que dans le petit texte de justification pour sa demande d'un subside, qui date de 62, eh bien, ce texte est extrêmement brillant. D'autre part, il y a des textes d'examen sur la phénoménologie qui ne le sont pas et qui pourtant datent de plus de 10 ans après. Il y a, il y a ces aspects. Il se peut aussi, ce qui n'est d'ailleurs pas un reproche, que Castaneda ait été aidé au point de vue du style par des amis ou d'autres personnes, enfin. Là, je pense que nous ne pouvons pas reprocher à quelqu'un dont l'anglais n'est pas la langue maternelle de faire relire ses textes avant de les publier. On a dit que Castaneda avait lu trop et avait remis dans ses livres un certain nombre d'éléments qu'il avait puisés dans d'autres livres. Et d'ailleurs, si nous revenons à sa carrière académique, il est exact que ses examens écrits et oraux de doctorat précédant la présentation d'une dissertation portaient sur la phénoménologie, sur le chamanisme et sur, naturellement, les Indiens du Sud-Ouest. C'est-à-dire que Castaneda a certainement la connaissance des sources. On peut avoir une lecture de Castaneda dans laquelle on se dit que c'est un ensemble d'ouvrages qui a été fabriqué à partir de tout ce qu'il y a comme base dans la tradition de l'humanité. On peut y trouver des influences du Tao, des influences des poèmes indiens, beaucoup d'influences des gnostiques grecs. Et on peut véritablement se poser la question, je ne sais pas s'il y a eu une analyse, qu'on pourrait dire une analyse des sources de Castaneda, mais c'est quelque chose qui pourrait être tenté, j'en suis persuadé. C'est peut-être quelque chose d'inconscient, c'est peut-être quelque chose qui fait partie d'un fond commun de l'humanité, mais on peut certainement faire des parallèles, et qui sont nombreux, avec beaucoup de sources, depuis Jung jusqu'aux sources les plus anciennes. On trouve des choses qui ressemblent, et des choses qui sont dites de façon très proche, et qui font justement partie de la fascination qu'exerce le livre, parce que justement c'est une sorte de synthèse, et même dans certains cas, on doit dire que certains textes anciens sont plus faciles à comprendre quand on a lu Castaneda d'abord, parce que dans un certain sens, on lit entre les lignes, et on interprète le livre en utilisant justement les images, les concepts qu'a introduit Castaneda, et on comprend beaucoup mieux. Well, frankly, I think that Castaneda was strongly influenced by Gurdjieff teaching. Je pense que Castaneda
a été fortement influencé par l'enseignement de Gurdjieff, car on trouve dans les livres de Castaneda un grand nombre d'idées qui reflètent remarquablement cet enseignement. Cela m'a beaucoup frappé. Également l'enseignement yaqui, quel que soit ce qu'il y a trouvé. Je ne vois aucune influence bouddhiste et pas d'influence chrétienne. Je connais un autre livre qui s'appelle Alone, Seul, qui a été écrit par Admiral Byrd. Eh bien voilà, c'est la même chose. Exactement. Le procès internal est exactement le même. Il a trouvé les mêmes choses, il a nécessairement usé des méthodes qui étaient incomplètes, et puis il a survécu, et après avoir suivi, c'est un maître. Avant ça, je ne sais pas si je veux le connaître, mais après ça, c'est une personne merveilleuse pour moi. Discutant avec des collègues du caractère scientifique, ou enfin du caractère, disons, académique de son œuvre, j'ai justement pris comme exemple le Siddhartha de Hermann Hesse. Il y a une différence intéressante entre les deux. D'abord, il y a une ressemblance, en ce sens que nous avons de part et d'autre des livres qui interprètent une tradition, d'un côté le bouddhisme, de l'autre côté le chamanisme, et qui rendent cette tradition compréhensible, dans un sens très large, à un public occidental non préparé. Je crois que Siddhartha est une très bonne introduction à une étude du bouddhisme. Alors Castaneda a fait quelque chose qui est similaire. Je pense qu'il est arrivé à nous faire comprendre, non seulement à des ethnologues, mais à un large public, ce qui peut se passer dans l'esprit d'un chaman indien. La différence est que Hesse a employé une forme romanesque et ne prétend pas avoir découvert un texte, par exemple, ce qui sera à peu près l'équivalent de ce que Castaneda a fait, et il présente sa compréhension par l'intérieur d'un phénomène, et la forme romanesque paraît avoir été, pour lui, la meilleure pour faire comprendre son intuition du bouddhisme. Alors, Castaneda fait quelque chose de semblable, mais nous dit qu'il s'agit d'une ethnographie réelle. En d'autres termes, qu'il a réellement rencontré Don Juan, qu'il a passé un certain nombre d'années de manière intermittente comme son disciple, etc. Nous avons donc une sorte d'intuition qui est exprimée sous les formes d'une œuvre ethnographique et non sous les formes d'une œuvre romanesque. felt that Castaneda, you know the English expression, he had a tiger by the tail. He had gotten into something
which was bigger than he was. J'ai eu l'impression que Castaneda, selon l'expression anglaise, tenait un tigre par la queue. Il s'est attaqué à quelque chose de plus gros que lui. J'ai bien senti que cet homme s'était trouvé en contact avec quelque chose d'extraordinairement authentique. Ce livre m'a véritablement passionné. Ma première réaction a été « Est-ce que tout cela est vrai ?» En même temps, à un niveau littéral, au niveau des faits, je pensais que cela ne pouvait pas être vrai. Et à un autre niveau, au niveau des sentiments, il y avait quelque chose de si authentique que j'ai été extraordinairement transporté. Une sorte de double réaction. L'impression que dans son être, il était en liaison avec quelque chose de réellement vécu. Sur sa façon de l'exprimer, je me suis posé la question de savoir s'il fallait ou non le prendre au pied de la lettre. It is not literally field notes, I'm quite certain of that. On the other hand, I think he did meet someone, or many people, who are real. Il ne s'agit pas de notre prise sur le terrain, au sens exact du terme, j'en suis tout à fait certain. Par ailleurs, je pense qu'il a effectivement rencontré quelqu'un ou de nombreuses personnes réelles. Je ne pense pas qu'il ait inventé l'enseignement, tous ces événements qu'il a été amené à connaître. Je sais, pour avoir connu moi-même de grands maîtres, qu'il n'a pu inventer certaines des idées ou certaines séquences de ses expériences. Alors je pense qu'il a effectivement rencontré quelqu'un et qu'à partir de ça, il a usé d'une grande liberté. Vous devriez aller à Mexico. Vous avez un marché d'herbes. Vous ne pouvez pas ne pas évoquer les sorciers quand vous allez au marché d'herbes de Mexico. Paul Reinhardt, artiste peintre. Les choses que vous pouvez trouver là-dedans, c'est fantastique. C'est pas simplement des herboristes, il y a de la magie aussi. C'est incroyable ce que vous pouvez trouver dans ce... C'est parce que c'est un marché aux herbes où vous trouvez des mantas séchés, vous trouvez même des squelettes, vous trouvez absolument toutes sortes de choses qui ne sont pas seulement que des choses médicinales, c'est évident. Et des rencontres que vous pouvez faire quelquefois aussi sont très très particulières. Moi, je crois que des gens vont au Mexique pour ça, oui, et je crois qu'on peut connaître des gens. Je suis persuadé que Don Juan n'est pas un fait unique. Absolument pas. Je crois que Castaneda a rencontré Don Juan. Je crois que c'est pas un cas unique, pas du tout. Je crois que Castaneda est honnête. Il me semble que ce monsieur a recherché vraiment et a trouvé, soit dans lui-même ou soit dans le Mexique, et ça ne m'importe pas du tout lequel, une forme de vérité pour lui-même. Et il a essayé de transmettre cette vérité à autres gens. Et il paraît qu'il a succédé, vraiment, parce que c'est un grand mouvement maintenant avec Castaneda. Pas que lui-même est le grand prêtre, c'est le chaman. Ceux qui le suivent pensent à lui plus comme exemple que d'autorité. Et il se sert de Castaneda comme point de départ pour eux-mêmes. Ce n'est pas vraiment une religion, c'est un mouvement religieux, mais pas une organisation du tout. Il n'y a pas d'organisation à Castaneda. Il ne veut pas lui-même être bien connu. I think the purpose of anthropology, that kind of anthropology, Stan Steiner, sociologue, is to find in other people beliefs which you think should exist in your own people but don't. Un autre but de l'anthropologie, cette sorte d'anthropologie, est de trouver chez d'autres peuples des croyances qui, selon vous, devraient exister chez votre propre peuple, mais qui n'y existent pas. Il y a un livre appelé « Religions indiennes » que je possède et dans lequel l'auteur écrit dès la première phrase « Nous avons tout volé aux Indiens, maintenant, volons-leur leur religion ». Mais Castaneda, en l'occurrence, ne veulent pas la religion indienne. Ils ne veulent pas la religion yaqui parce que la religion yaqui ne fonctionnerait pas, ne signifierait rien, ne serait pas une religion
pour les Blancs aux États-Unis, dans les universités, dans les livres, ou à Londres, à Paris, ou Berlin. He has to make it useful. And there are two theories on how he makes it useful. Il a dû la rendre utile et il y a deux théories selon lesquelles il l'a rendue utile. L'une est qu'il l'a fabriquée, c'est-à-dire il a pris une phrase et il en a fait tout un chapitre et il a fabriqué une histoire. Et l'autre est qu'il a simplement réalisé une traduction culturelle pour atteindre ses propres buts. Pas nécessairement celui d'acquérir la gloire et la fortune, mais dans le but de bâtir une idéologie qu'il jugeait très utile et dont on avait grand besoin. Et pour faire cela, il a dû la rendre acceptable. I took a lot of prophecies in the white man, a vanishing white man, all of which called for no physical action, no violence, no belief, no understanding of Indian mysticism. You talked about prophecies and mysticism. J'ai étudié un grand nombre de prophéties sur la disparition de l'homme blanc. Aucune ne faisait appel à l'action physique, à la violence, à la croyance, à la compréhension du mysticisme indien. C'était de simples prophéties. Mais le fait est qu'elles existent. Et ce qu'elles disent, c'est que l'homme blanc ne peut rien faire en aucune manière qui puisse sauver sa civilisation. C'est là sa destinée, comme ce fut celle du Moyen-Âge en Europe au milieu du XIVe siècle. Le XVe et le XVIe siècle sont arrivés. Maintenant, le XXe et le XXIe siècle vont venir et on n'y peut rien. Personne n'a été intéressé par ce livre, Religion indienne. Ainsi, je veux l'interpréter pour que l'homme blanc, la civilisation européenne, puisse en tirer profit. Je pense que c'est ce que Castaneda a fait. Il a rendu tout cela utile. Mais c'est pas la vérité. Today's youth, today's young people are more involved in the seeking than in the finding. There's a tremendous searching going on. Pour les jeunes, le nouveau héros, c'est le chercheur. Non pas le guerrier dans le sens ancien du terme, non pas le romantique, mais le chercheur. Et Castaneda est en ce sens le grand chercheur. On trouve maintenant des livres de recherche qui n'appartiennent pas à la littérature sacrée, mais qui se situent à mi-chemin entre littérature sacrée et littérature profane. In a way, a great spiritual writer has an obligation, and I think here Castaneda fails, he has an obligation for those few people who really want to go farther, to help them to go farther. Un grand écrivain spirituel a un devoir, et là je ne pense pas que Castaneda le remplisse. Un devoir envers les quelques personnes qui veulent vraiment aller plus loin. C'est celui de les aider à aller plus loin. Autrement, c'est comme insuffler de l'énergie, puis laisser faire. Cela peut aggraver les choses. Je pense qu'une recherche rigide est néfaste. Mais par ailleurs, il est tout aussi mauvais de mobiliser les gens et de les laisser livrer à eux-mêmes. Il n'offre pas le moyen de guider les gens vers le niveau supérieur. En cela, le livre est à la fois bon et mauvais. I don't think he feels he's able to really be a guru. He doesn't want to. In that sense, there's a kind of honesty about him and modesty that I respect very much. Je n'ai pas l'impression non plus que Castaneda se sente capable d'être un gourou, ou bien il ne le veut pas. Il y a en lui une sorte d'humilité, de modestie que je respecte beaucoup, mais en même temps, il devrait se rendre compte de ce qu'il fait aux gens. Il n'est peut-être pas tout à fait aussi honnête qu'il pourrait l'être. Grâce à lui, les gens ont l'impression qu'ils veulent quelque chose et il les laisse dans un état de grande frustration. S'il désire que ses livres soient la base d'un mouvement, il y a à mon avis suffisamment d'idées dans ses livres sur la psychologie, l'univers, pour permettre la création d'un groupe organisé. Mais en fait, il n'y tient pas. Et il est sûr que l'un des trucs les plus formidables des livres de Castaneda, c'est que véritablement c'est do it yourself, c'est-à-dire que chacun il donne des recettes telles que chacun peut essayer. Alors ça aussi c'est un des éléments de la fascination. C'est très bien fait finalement. Ce qu'il y a d'admirable dans Castaneda, c'est la construction des ouvrages.
Parce que non seulement on y trouve des choses qui font délirer l'imagination, qui font rêver, mais on y trouve une description extrêmement concrète. D'ailleurs, dans la technique de l'écriture, on remarque cette profusion de détails concrets qui permettent une mise en scène très précise, n'est-ce pas ? Et certainement, le fait qu'il y a des recettes simples, qui sont des exercices, disons, psychologiques, assure le succès de l'ouvrage, si vous voulez, le succès du mythe que représente Castaneda d'une façon très concrète. C'est un mélange habile, c'est un tissage habile de l'irréel et du réel. C'est que les images de Castaneda sont assez simples, finalement. C'est pas de littérature avec tous les niveaux subtils, évidemment. Ce sont des images très simples, mais qui marchent comme un bon bande dessinée. On en voit plein de choses dedans. C'est suggestif plutôt qu'autre chose. Alors ça, pour moi, c'est un sort d'art qui est très important et pas facile à faire. Enfin, c'est tous les trucs de littérature pour l'enfant. On a peur, on est anxieux, on est excité, on trouve des choses drôles. C'est très bien comme ça. Et tout de même, il y a une certaine dignité dedans. C'est-à-dire que c'est pas vraiment le clown qui fait n'importe quoi pour te faire rire. Don Juan se leva et tendit ses bras comme s'il touchait des choses en l'air. « Tout est rempli à ras-bord, répéta-t-il, et tout est égal. Je ne suis pas comme ton ami qui n'a fait que vieillir. Lorsque je te déclare que rien n'a d'importance, je ne le dis pas avec le sens qu'il donnerait à ces mots. Pour lui, son combat n'en valait pas la peine, cela parce qu'il a été vaincu. Pour moi, il n'y a ni victoire, ni défaite, ni vide. Tout est plein à ras-bord et tout est égal. Mon combat en valait la peine. Pour devenir homme de connaissance, on doit être un guerrier et non un gamin pleurnicheur. On doit s'efforcer sans abandonner, sans se plaindre, sans fléchir, jusqu'à réussir à voir et se rendre alors compte que rien n'est important. C'est un enfant qui redécouvre ce qu'il avait perdu. C'est ça exactement, en fait. C'est une enfance. Et avec le nom Castaneda et tout ce qu'on disait dans le début du livre, c'est-à-dire que Don Juan le connaissait tout de suite, voyait qu'il était fait par ça. Enfin, il n'est pas tout à fait américain, tout de même Castaneda. Tout ça, c'est une logique, vous savez, une logique très séduisante. Parce qu'à cette époque, les Californiens, surtout, avaient très envie de redevenir enfants. C'était ça. C'était très difficile à être adulte après l'époque politique. Tout le monde était traumatisé, alors le retour à l'enfance. Le courant dans le théâtre des cultés, de Artaud et tout ça. C'était tout très, très lié. Une souffrance, une émergence. Et une espèce d'enlightenment après ça. L'enfant se sert de son cerveau d'une façon extraordinaire. C'est un clairvoyant. L'enfant est clairvoyant. J'ai eu souvent, je m'occupe pas mal d'enfants, l'occasion de m'en rendre compte. Et c'est cette clairvoyance d'enfant que l'homme perd. Or, revenir à cette clairvoyance de l'enfance, ou tout au moins revenir à un endroit préservé dans lequel on retrouve quelque chose de cette clairvoyance, c'est retrouver le pouvoir justement de percevoir le tout. Parce que cette clairvoyance, elle se porte toujours sur le tout. Alors que dans notre monde de l'analyse, dans notre monde, ce que nous appelons le tout, ce sont souvent que des synthèses extrêmement laborieuses et provisoires, alors que la perception du tout, c'est tout à fait autre chose. C'est ce coin clairvoyant de nous-mêmes qui peut toujours percevoir le tout. Et retrouver intact en nous-mêmes ce coin par lequel on peut percevoir le tout, c'est loin d'être une régression. Je crois au contraire que c'est un prodigieux progrès. It seems to me Castaneda has always been a child. And he resents it. Il me semble que Castaneda est toujours un enfant.
Et dans ses livres, il y a beaucoup de choses sur l'enfance. Dans le 5e livre, il a expliqué longuement comment les enfants volent le pouvoir à leurs parents. Selon moi, ça signifie que les enfants ont le droit d'imaginer des choses, de vivre dans une autre réalité, mais les parents n'ont pas le droit d'imaginer. Et les gens qui ne leur permettent pas de le faire sont eux-mêmes des enfants, car les parents doivent prendre leurs responsabilités. Ils doivent faire face à la réalité pour protéger leurs enfants et leur permettre d'être dans une autre réalité, en se privant de la possibilité d'y être eux-mêmes. Et ils considèrent que c'est une chose terrible. Quand on devient adulte, on perd le pouvoir de vivre dans le merveilleux. On doit affronter le monde ordinaire, ce qui l'attriste beaucoup et le contrarie. Pour moi, voilà une personne de 53 ans qui préférerait en avoir 3 ou 6. Most of the people who knew something about him wanted to protect him. He has a way of relating to people which is very passive, gentle, soft-spoken, and he appeals to their motherly instinct. He is a victim in many cases. La plupart des gens qui savaient quelque chose de lui voulaient le protéger. Ses amis sont très loyaux. Il a une façon d'entretenir des relations avec les gens qui est très passive, très douce. Et il fait appel à leurs instincts maternels. C'est une victime, bien souvent. C'est une victime de l'université, ou c'est une victime de Don Juan qui lui a fait faire toutes ces choses qui le terrifient. Et les gens le prennent en pitié. Ils ont l'impression que c'est une sorte de personnage sacré, un peu fragile. Ils ressentent le besoin de le protéger et ne veulent pas que des gens comme moi s'approchent, lui posent des questions sur sa personne, ou lui fassent du tort. Aussi, j'ai eu beaucoup de mal à faire parler les gens. Et puis d'autres personnes qui sont embarrassées par leur situation au sein de l'université ne veulent pas parler de leurs collègues. Alors l'enquête m'a pris beaucoup de temps. Alors, il y a une chose qui est frappante, c'est que naturellement, l'auteur peut paraître extrêmement naïf dans sa description. Il se présente comme un naïf. Mais aussi, à travers sa naïveté, on sent quelque chose qui est de la peur. L'impression qu'on a quand on le lit, c'est qu'il a constamment peur de ces Indiens qui sont en face de lui, qui l'entourent, et qu'il est constamment en train de se méfier. C'est-à-dire, il se demande si on n'est pas en train de lui jouer des tours, de l'illusionner, de le tromper finalement. Il y a constamment cette réserve, on pourrait dire, du Yankee en visite, qui a peur d'être roulé. Alors ça, on le sent partout, et c'est un élément étrange dans les livres. C'est aussi un élément, je dirais, de l'habileté, de la construction du tout, parce qu'il y a toujours cette position de l'auteur un peu en retrait, qui est finalement aussi celle que le lecteur peut avoir. Donc le lecteur s'identifie encore plus facilement à l'auteur, donc qui donne une description objective de phénomènes extérieurs. Alors je crois qu'évidemment c'est dans ce sens qu'on peut dire que c'est l'expérience, mais pas totale, parce qu'il y a cette position de spectateur finalement. Cette position de spectateur et cette position de client qui a un petit peu peur d'être trompé. Alors que l'expérience d'Artaud était évidemment totale, puisqu'il était immergé à fond. Et bon, l'impression que donne Castaneda, c'est qu'il est immergé, bien sûr, mais tout en gardant son point de vue de spectateur. Il est dédoublé. Il se regarde lui-même. Il est dédoublé, et c'est l'expérience que l'on fait dans le rêve éveillé. But I am very interested in charlatans, hoaxes, deceptions, mysteries, puzzles, and I'm a very persistent person. I like to find the answer to things, and I like people to tell the truth. Mais je suis très intéressé par les charlatans, les mystifications, les tromperies, les mystères, les énigmes. Et je suis quelqu'un de très obstiné. J'aime trouver les réponses. Et j'aime les gens qui disent la vérité. Là, nous sommes en présence d'un mystère persistant, d'un refus total de dire la vérité, et d'une situation où il faudra chercher beaucoup pour connaître l'origine des idées. Et tout cela forme un mystère qui s'avère très intéressant pour moi. Je crois à la sincérité de Castaneda sur beaucoup de points. Je ne crois pas qu'il soit un bon écrivain, ni même qu'il raconte une très bonne histoire. Mais en tant qu'allégoriste de l'ethnométhodologie, il est sans égal. Il est le seul. Il a accompli un travail remarquable. Carlos Castaneda. Yes, certainly has given me a different outlook in life. It's enlarged my sense of how important today is. Il m'a certainement donné un différent point de vue sur la vie
Il a élargi mon sens de l'importance du jour. Je pense que je suis le produit de ma socialisation comme n'importe quelle autre personne dans le monde occidental. J'ai beaucoup vécu pour demain dans ma vie. Je me suis économisé pour un autre grand avenir. Quelque chose de cet ordre. Et c'est toujours à cause du formidable impact des enseignements de Don Juan que j'ai pu me rendre compte de l'importance d'être ici, maintenant. Si le tonal, c'est tout ce que nous savons sur nous-mêmes et sur notre monde, qu'est-ce donc que le nagual? Le nagual est cette partie de nous pour laquelle il n'y a pas de description, ni de mots, ni de sentiments, ni de connaissances. C'est une contradiction, Don Juan. À mon avis, quelque chose qu'on ne peut ni sentir, ni décrire, ni nommer, ne peut pas exister. Cette contradiction n'existe que pour toi. Je t'ai déjà prévenu, ne te casse pas la tête en essayant de comprendre ça. Voulez-vous dire que le nagual, c'est l'esprit? Non. L'esprit est un élément de la table. L'esprit fait partie du tonal. Disons que l'esprit, c'est la sauce chili. Il prit une bouteille de tabasco et la posa devant moi. Est-ce que le nagual, c'est l'âme? Non. L'âme se trouve aussi sur la table. Disons que l'âme, c'est le cendrier. Est-ce que ce sont les pensées des hommes? Non. Les pensées se trouvent aussi sur la table. Ce sont les couverts en argent. Il prit une fourchette et la plaça à côté de la sauce chili et du cendrier. Est-ce un état de grâce? Est-ce le ciel? Ce n'est pas ça non plus. Tout ça, quoi qu'il en soit, fait aussi partie du tonal. Disons que c'est la serviette. Je continuais à lui donner toute une série de descriptions correspondant à ce dont il avait fait allusion. Je citais l'intellect pur, le psyché, l'énergie, la force vitale, l'immortalité, le principe de vie. Pour chaque chose que je nommais, il trouvait un élément sur la table qui servait d'équivalent et le poussait devant moi jusqu'à ce qu'il eût fait un tas avec tous les objets de la table. Don Juan avait l'air de s'amuser énormément. Il poussait de petits rires et se frottait les mains chaque fois que j'énonçais une autre possibilité. Est-ce que le nagual est l'être suprême, le tout-puissant, Dieu? Demandai-je. Non. Dieu se trouve aussi sur la table. Disons que Dieu, c'est la nappe. Il fit le geste drôle de tirer la nappe afin de la mettre sur le même tas que les autres objets qu'il avait empilés devant moi. Mais est-ce donc que pour vous, Dieu n'existe pas? Non, je n'ai pas dit ça. Tout ce que j'ai dit, c'est que le nagual n'est pas Dieu, parce que Dieu est un élément de notre tonal personnel ainsi que du tonal de chaque époque. Comme je te l'ai déjà dit, le tonal est tout ce dont nous pensons que le monde se compose, Dieu inclus, naturellement. Dieu n'a pas d'autre importance que celle d'être une partie du tonal de notre époque. D'après mes conceptions, Don Juan, Dieu est tout. Sommes-nous en train de parler de la même chose? Non. Dieu n'est pas tout ce que tu peux penser de lui, et par conséquent, il n'est, pour ainsi dire, qu'un autre élément de l'île. Nous ne pouvons pas être témoins de Dieu selon notre bon plaisir. La seule chose que nous pouvons faire, c'est en parler. En revanche, le nagual est au service du guerrier. Celui-ci peut en être témoin, mais il ne peut pas en parler. Si le nagual n'est rien de ce que j'ai mentionné, dis-je, vous pourriez au moins décrire sa localisation. Où est-il donc? Don Juan fit un geste circulaire et signala l'espace au-delà de la table. Il balança la main comme si, du revers, il nettoyait une surface imaginaire s'étendant au-delà des bords de la table. Le nagual est là, dit-il. Là, autour de l'île. Le nagual est là où le pouvoir plane.
Le Nagual est là où le pouvoir plane. Moi, je trouve que c'est l'analogue de la formation du sportif de haute compétition, finalement. On entraîne les gens, on entraîne quelqu'un qui est un peu doué pour essayer de parvenir à acquérir les techniques qui permettent de communiquer avec l'autre monde. Bon, alors que ce soit un processus physique, pour en revenir aux traditions françaises, et il est exact que les sorciers de village disent, je m'excuse du terme, mais que, vous savez, pour troubler le lait des vaches, c'est aussi facile que d'aller pisser. Donc ça fait bien appel dans leur propre expression à un processus physiologique, exactement comme ce qui se passe dans les livres de Castaneda, où dans la mesure où il se passe quelque chose d'un peu exceptionnel, il ne sait pas comment son corps a fabriqué ça. Donc d'une façon qui n'est pas du tout sous le contrôle de la raison. Alors évidemment, la distinction entre Tonal et Nagual est une admirable façon de présenter les choses et d'introduire finalement le côté de la morale dans Castaneda. Parce que, bon, il faut dire que Castaneda exerce, enfin j'ai pu le constater directement, une énorme fascination sur la jeunesse, qui trouve là une sorte de, on peut dire, de maître à penser. Et pourquoi? Moi je crois que ce n'est pas tellement dans l'espoir d'atteindre les performances exceptionnelles de la personne qui peut communiquer avec le Nagual. Les gens sont séduits en partie par l'aspect moral dans Castaneda, c'est-à-dire par cet aspect qui est finalement un aspect relativement classique où l'homme se prend en charge lui-même. Il y a un côté antisocial dans Castaneda, c'est-à-dire que c'est l'individu isolé de la société, l'individu qui se prend en charge lui-même et qui doit donc s'assumer. Et je crois que c'est ce côté-là qui plaît dans un certain sens. Et enfin, on pourrait penser qu'il y a un côté boy scout ou du côté du bon indien, enfin l'exemple du bon indien, c'est l'indien qui a toutes les vertus, qui survit lui-même. Bon, alors évidemment, il y a ce côté-là, mais je crois qu'en plus, il y a cette notion importante qu'on trouve dans Castaneda qui est d'agir sans espérer de récompense, d'agir pour le plaisir d'agir. Et je crois que ça, c'est l'une des fascinations qui s'exercent dans Castaneda. D'autre part, il y a quelque chose qui est extrêmement curieux, c'est que Castaneda affirme et répète souvent que l'homme n'a que sa vie. C'est-à-dire qu'il faut qu'il profite de sa vie, qu'il en profite pleinement et que par conséquent, il profite pleinement de son corps, et si possible, le plus loin possible. Alors ça, je trouve qu'à notre époque, il y a le problème de la mort. Enfin, on redécouvre la mort, plus ou moins, et j'ai l'impression qu'on a un peu perdu la croyance à la survie dans l'éternité. N'est-ce pas ? Et par conséquent, il n'y a pas d'éternité dans l'affaire de Castaneda. C'est quelque chose, lorsque le corps est fini, les pouvoirs sont perdus, en somme. Il y a un parallèle extrêmement intéressant qu'on peut faire entre les enseignements de Don Juan et un évangile apocryphe qu'est l'évangile selon Thomas. Texte retrouvé dans les sables il y a une trentaine d'années, et qu'on peut presque mettre tous les versets qui se trouvent dans ce texte en parallèle avec une phrase ou l'autre des livres de Castaneda. Ce qui fait donc une sorte de parallèle entre le Jésus des actes de Thomas et puis le Don Juan. Et en particulier, on dit quelque part que celui qui connaît le tout, s'il est privé de lui-même, il est privé du tout. Ce qui exprime assez bien l'idée que l'homme, s'il est privé de son corps, ne peut plus accéder, du moins à cet éternel ou à ce champ extérieur du Nagual, par conséquent. Donc c'est un peu une situation, je dirais, neuve, au point de vue philosophique ou moral. Ça veut dire que l'homme doit s'assumer sans espoir, il doit profiter de sa vie, il est là pour un instant, il doit en profiter absolument, si besoin par tous les moyens, et ça ne durera qu'un temps. Et ça, je crois que c'est une partie de la philosophie ou de la morale qui est surtout retenue par les gens. Dans la mesure où ils voient un problème de comportement. Un comportement qui peut être quotidien, un comportement qu'ils peuvent adopter, et quelque chose qui est concret en plus. C'est-à-dire que c'est un comportement qui peut être adopté, vis-à-vis des problèmes de tous les jours, finalement. Il y a un aspect très concret dans Castaneda, finalement. Quand il dit qu'il faut stopper le monde, ce n'est pas un acte de l'homme. C'est le monde qui stoppe plutôt celui qui le regarde. Il le dit en toutes lettres dans Ixnan, n'est-ce pas ? Lorsque brusquement, on se rend compte que la description qu'on a du monde, là, elle n'est plus opérative, il y a un trou. Le monde apparaît comme un infiniment plus que tout ce que l'on peut imaginer. Alors, les techniques qui permettent, c'est comme dans un pointillé,
si vous voulez, de saisir les vides dans une ligne en pointillé pour essayer de voir ce qui se passe de l'autre côté de la ligne, bien, vous le trouverez dans le bouddhisme zen, vous le trouverez dans le bouddhisme de Nagarjuna, vous le trouverez dans Saint-Jean-de-la-Croix, vous le trouverez dans Toller, Eckhart, Suso, vous le trouverez certainement dans de bien d'autres endroits encore. Les gens ont toujours eu envie d'aller voir quelle était la réalité qui était derrière la description qu'on en fait. Vous connaissez la mer, n'est-ce pas? Et vous connaissez la terre, n'est-ce pas? Mais le seul contact qu'ils ont, c'est la rive. Et je crois que Castaneda a décidé lui-même de rester sur la rive parce que c'est le seul moyen qui peut être communicatif. Autrement, il aurait parti sur le voyage et il ne serait pas là. Naturellement, il doit rester sur la rive, il doit rester entre les deux. C'est le moyen entre deux mondes tout à fait différents. Je crois que c'est lui qui a choisi ce rôle pour lui-même parce que il a eu de la reconnaissance de ce qu'on lui avait donné à lui-même. Il voulait le transmettre. Mais on ne peut pas transmettre si en départ on peut transmettre seulement si on reste là, en contact avec le reste des gens. C'est pourquoi il est toujours au milieu, sur la frange, mais jamais complètement culturel ou complètement parti. Ce succès, en quelque sorte, l'empêche de poursuivre une carrière académique. Certainement qu'à un certain moment, c'est ça qu'il désirait. D'autre part, il semble, depuis les 3 ou 4 dernières années, s'accommoder de son rôle nouveau. Et ce qu'il dit, en tout cas, est qu'il poursuit avec ce groupe de disciples de Don Juan, dont il a reçu le manteau de Don Juan ou le bâton de Don Juan. Donc il continue à ce moment-ci, dans son imagination, dans la réalité, je n'en sais rien, mais il continue ce rôle, cette fois-ci du chaman, mais du chaman qui peut cependant encore changer de monde et revenir. Non, je veux dire ceci. Actuellement, il se présente, lorsqu'il rencontre des gens comme moi, il se présente comme poursuivant l'aventure de Don Juan, étant actuellement le maître de ce petit groupe d'une dizaine de personnes et vivant avec eux. Et en quelque sorte les soutenant financièrement, enfin vivant dans cette communauté. C'est ça qu'il nous dit. D'autre part, il ne semble pas que ce soit entièrement ce qu'il fait actuellement. Mais ceci est très mystérieux et je n'en sais rien. Mais par certains recoupements, il semble qu'ils ne vivent pas exactement ce genre de vie. Et à nouveau, ses disciples, jamais on ne les voit. N'est-ce pas, nous sommes toujours, comme avec Don Juan, dit-il, est venu à Los Angeles, mais il ne le montre pas. Et ses disciples, on ne les voit pas. C'est tout ce que je puis vous dire. Il raconte des histoires comme quoi il était chauffeur de taxi, etc. Il avait des conversations avec le vieil homme, un vieil Américain qu'il voyait souvent et qui lui racontait sa vie. Et j'ai cru qu'il avait été infirmier. Un homme jeune, intense, sombrement magnétique. Assez petit, très râblé, mais qui donne tout de suite une impression extraordinaire de force. Moi, je pense qu'il était coiffeur. Parce qu'il peut se couper les cheveux. La Californie attire les gens qui cherchent autre chose.
C'est l'idée de C'est ça qui a do fasciné thing. les gens, un type qui suivait les règles, qui convainquait les gens que c'était sérieux. Et puis il sort le week-end, il va en Il aurait pu Mexique. également être cuisinier, parce qu'il s'y connaît en cuisine. Il vient du Pérou. Et les gens, les étudiants qu'il connaissent, et moi-même, pensaient que c'était quelqu'un à l'aspect très impressionnant. Et il ressemble à un garçon de café cubain. Personne n'a jamais su comment Carlos Castaneda gagnait sa vie avant de devenir écrivain. Quand je l'ai vu la première fois, c'est exactement comme je l'attendais. Un personnage, si on lui met un chapeau de paille et un poncho, il passera tout à fait inaperçu au Mexique. Bertrand Russell a dit une fois « La classe criminelle est comprise dans la classe homme ». On pourrait dire « La classe anthropologue n'est pas comprise dans la classe poète », sauf dans quelques cas. Un de ces cas s'appelle Carlos Castaneda. Octavio Paz. La matinée des autres. Carlos Castaneda, le magique et le réel. Par Paul Caro, directeur de recherche au CNRS. Révérend Père Coccagnac, dominicain. Jacob Needleman, professeur de philosophie au San Francisco State University, spécialiste des nouvelles religions. Jacques Mackay, chairman du département d'anthropologie de l'Université de Los Angeles. Richard DeMille, psychologue. Tracy Woodward, psychanalyste. David Alper, avocat. Michael Alswan, écrivain. Paul Reinhardt, artiste peintre. Stan Steiner, sociologue. Voix, Carlos Castaneda. Livre, Carlos Castaneda, L'herbe du diable et la petite fumée, édition Soleil Noir. Voir, Le voyage à Ixtlan, Histoire de pouvoir, Le second anneau de pouvoir, édition Gallimard. Lecture, André Almuro, Daniel Mesguich, André Dagnay, Gilbert Maurice Duprez. Traduction, Jacques Chabert. La matinée des autres a été enregistrée aux États-Unis en avril 1979. Reportage, Jacques Meunier. Réalisation, Anne-Marie Abou. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 22 juin 1979. Vous pouvez la télécharger pendant 1 an et la réécouter pendant 1000 jours sur franceculture.fr.